Bonjour à tous, je m'appelle Normand Latour. C'est avec plaisir que je vous retrouve déjà pour cette deuxième émission de notre série de perspectives en direct. J'ai changé de décor aujourd'hui, je vous parle exceptionnellement de la rive sud de Montréal. Aujourd'hui, nous consacrons notre émission à un sujet tristement d'actualité, particulièrement ce matin. Euh, Faisons-nous des progrès en matière de changement climatique? Je tiens à souligner que cette émission de perspective en direct, comme je le fais en début d'émission chaque mois, est réalisée et diffusée à partir du territoire traditionnel non cédé de la de la nation algonquine Anishinaabe. Et permettez-moi aussi de souligner l'appui de nos partenaires corporatifs, Avis Budget, BGIS, Field Effect et TD Assurance. Je les remercie pour leur contribution et soutien continu envers toutes nos activités, particulièrement les présentations des émissions Perspectives en direct en français et en anglais. Aujourd'hui, je tiens à remercier de façon toute particulière BGIS, qui est le commanditaire de cet épisode. Mettons tout de suite vers la présidente directrice générale de Collège et Institut Canada, CICAN, Denise Amiot, que nous allons retrouver chez elle. Bonjour Denise. Bonjour Normand. Denise, je le disais d'emblée, c'est un sujet tristement d'actualité aujourd'hui. Après les inondations qui ont frappé l'ouest du pays, on est aux prises maintenant avec des inondations dans l'est du Canada. C'est un sujet qui a toujours préoccupé CICAN et le rôle à jouer des institutions postsecondaires est extrêmement important, n'est-ce pas? Absolument. Les institutions postsecondaires, finalement, jouent un rôle essentiel. Puis, c'est évident qu'on ne peut pas jouer ce rôle-là seul. Il faut le faire en collaboration, il faut le faire avec des partenaires. Et puis, ces partenaires-là sont souvent les partenaires du milieu, c'est-à-dire des communautés environnantes, des collectivités environnantes. Oui. C'est l'industrie, ce sont les entreprises, ce sont les organisations à but non lucratif. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a des experts qui viennent de différents domaines qui vont pouvoir finalement nous donner des pistes par rapport à qu'est-ce qu'on devrait faire, comment on devrait le faire, avec qui. Alors, écoutez, on va vous présenter nos invités dans quelques instants. Nous, Denise, on va se retrouver à peu près au milieu de l'émission, dans une trentaine de minutes. Comme la dernière fois, je vous avais baptisé perspectiviste. J'aimais beaucoup ça. Vous serez accompagné de Yolène Arsenault. Yolène est directrice générale du Cégep de la Gaspésie des Îles. Et on a aussi invité une étudiante qui va se joindre à la conversation. Il s'agit de Nada Aben Boudianaeb, qui est étudiante au Cégep Édouard Montpetit. Fait qu'on se retrouve dans à peu près une trentaine de minutes. À tout à l'heure. À tout de suite. À tantôt. Et je vous présente nos invités aujourd'hui. Je sais qu'on éprouve quelques ennuis de communication avec une de nos invités, mais il y a Anne-Raphaëlle Audouin qui est avec nous. Anne-Raphaëlle qui est présidente directrice générale d'Hydroélectricité Canada. Bonjour Anne-Raphaëlle. Bonjour Normand. Comment allez-vous? Ça va très bien, très heureuse d'être avec vous. C'est un beau sujet, hein? C'est un grand sujet qui va évidemment vous interpeller beaucoup parce que quand on parle d'hydroélectricité au Canada, on s'éloigne forcément des énergies fossiles. On va en reparler. Permettez-moi de vous présenter tout de suite aussi Marie-Pierre Hyperciel. Marie-Pierre, bonjour. Bonjour Normand. Marie-Pierre est présidente directrice générale de Prima Québec, coprésidente du groupe consultatif canadien pour la carboneutralité. Marie-Pierre, vous étiez à Glasgow il y a quelques jours, quelques semaines. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, c'était ma première COP. Alors, ça a été une très belle expérience. On pourra en reparler plus tard. Certainement. Anne-Raphaëlle, vous n'étiez pas là cette année, mais vous avez déjà participé aux activités de la COP. J'y étais allée en effet pour la COP 21, il me semble, qui était à Paris. Et puis, c'est vrai que Oui. c'est toujours impressionnant. Marie-Pierre pourra sans doute nous donner les détails de ce qui s'est passé cette année. Sans doute, je pense, un petit peu différent de ce qui a pu avoir lieu dans le passé du fait de la pandémie, là, puis de tous les protocoles sanitaires. Mm-hmm. Mais oui, c'est toujours impressionnant de voir Oui. tous les gouvernements se rassembler et puis essayer de bouger les enjeux de façon collective. Ouais. On est en train d'essayer d'établir la communication aussi avec Sabah Khan, qui avait accepté d'être des nôtres aujourd'hui. On l'a vu, mais on ne l'entend pas. On va essayer de régler ce problème. Sabah est directrice générale pour le Québec et l'Atlantique de la Fondation David de Suzuki, très active, bien sûr. Alors, Marie-Pierre, qu'est-ce qu'il faut retenir de ces activités-là, comme la COP26, par exemple? Est-ce que c'est important? Ou en quoi est-ce que c'est important? En fait, je pense que c'était effectivement important. Puis moi, je le rappelle, ça a été ma première COP. Je peux comprendre, on l'a vu aussi dans les médias, certains ont été déçus de la façon dont ça s'est terminé. Mais en même temps, je rappelle que
ce qui est important, c'est que l'enjeu des énergies fossiles a quand même été inscrit pour la première fois là, dans le cadre d'une déclaration finale. Et ça, je pense que c'est important. De notre côté, en ce qui me concerne, mais aussi également mon coprésident, on a été très contents de pouvoir y être parce que nous, ça a été un peu l'occasion de faire la promotion des valeurs, des principes directeurs qui vont nous permettre éventuellement de proposer des conseils sur les trajectoires à suivre pour que le Canada puisse justement atteindre la carboneutralité. Donc ça a été une chose. Et bon, je suis de nature positive et je saluerais aussi le fait que le gouvernement du Canada a profité aussi de l'occasion pour annoncer plusieurs mesures, dont celle qui est l'engagement de plafonner et aussi de réduire les émissions du secteur pétrolier et gazier. D'ailleurs, pour ceux qui suivent la politique, c'est un engagement qui était dans la plateforme et on a été justement mandaté pour donner les grandes lignes, les principes directeurs qui permettront d'avoir une cible. Alors, c'était pour moi très riche. Et l'occasion de voir ce qui se fait ailleurs aussi, forcément. Tout à fait. Et de tisser des liens avec d'autres organisations. Le groupe que je co-préside, il y en a d'autres à l'échelle mondiale. Et ça, c'est toujours intéressant d'apprendre des expériences étrangères. Donc, ça a été un plus. Je disais quelque part, je trouvais ça vraiment amusant. Quelqu'un disait, je me suis fait 26 000 nouveaux amis lorsque j'étais à Glasgow. J'ai trouvé. Évidemment, pour vous aussi, Anne-Raphaël, même si vous n'y étiez pas, l'importance de ces activités-là, vous êtes en mesure de la mesurer, de la comprendre. C'est sûr qu'on regardait ça d'un point de vue de l'observateur. On était à regarder les informations à chaque jour. Puis même si on n'y était pas en présentiel, là, on a, comme Marie-Pierre l'a dit, on a toujours un certain nombre d'organisations amies ou satellites qui permettaient d'avoir un petit peu de garder le pouls des discussions. Je partage l'optimisme de Marie-Pierre. Je pense que toute diplomatie internationale sur les enjeux climatiques est bien sûr absolument fondamentale. Puis au niveau de l'hydroélectricité, c'était sans doute une des premières fois où il y avait des discussions dédiées à l'hydroélectricité, puis dédiées au futur de cette industrie-là dans la décarbonation du monde, pas seulement dans la décarbonation du Canada. Donc, on était content de ce point de vue-là, qui est vraiment une reconnaissance du fait que l'hydroélectricité, c'est la principale énergie renouvelable au monde, la principale également au Canada. 90% de notre énergie renouvelable vient de l'hydroélectricité au Canada. Donc, bien sûr que c'est fondamental. Puis, c'est une pierre angulaire également de ce qu'on va faire dans les années à venir pour décarboner le pays. Je pense que le seul bémol que j'apporterais à la COP, c'est le fait que oui, le Canada a fait un certain nombre d'annonces, mais c'était des annonces qu'en tant que Canadiens, on connaissait très bien parce que c'était leur plateforme électorale. Et Marie-Pierre l'a dit, c'était des choses qu'on connaissait au niveau du capping des émissions des énergies fossiles et puis au niveau de l'objectif à 2050. Mais ça reste que il faut reconnaître que peut-être qu'ils n'ont rien annoncé parce que c'était un des pays, et c'est un des pays qui a déjà des ambitions bien au-delà de beaucoup d'autres pays. Donc, je pense qu'on part avec un pied très favorable au niveau des aspirations qu'on a et puis également au niveau des opportunités qu'on a au niveau du pays. On a une abondance de ressources naturelles. Maintenant, la question, bien sûr, c'est comment est-ce qu'on effectue cette transition, la fameuse transition énergétique, puis comment est-ce qu'on met nos meilleurs atouts sur la table. Ouais. Et de votre côté, Marie-Pierre, ça met un côté plus sombre où vous êtes revenu, vous dites, on aurait pu faire plus d'efforts de ce côté-là. Ça aurait été quoi? Pour moi, c'est difficile à dire en ce sens que vous avez près de 200 pays qui se retrouvent autour de la table. Vous savez, c'est quoi discuter avec juste une famille, comment ça peut être complexe. C'est clair que la voix des pays en développement, par exemple, qui subissent, eux, au premier chef, les effets des changements climatiques, payent pour beaucoup plus. C'est clair que ça, personnellement, moi, ça me touche beaucoup. Mais autrement, j'ai toujours tendance à vouloir, à être positive, puis à ne pas chercher, OK, c'est fait, on va travailler avec ce qui est là. Et puis, tu sais, en même temps, j'essaie d'être positive. C'est mon approche dans la vie. Puis je pense que la lutte au changement climatique doit aussi se faire à plusieurs niveaux de gouvernance. Là, on a eu les 200 pays qui étaient là, mais je pense qu'il faut que tout un chacun prenne ça de son côté puis puisse aussi mettre la main à la pâte. Puis si je reviens juste à l'échelle canadienne,
Je pense que faut saisir les avantages qu'il y aura de toutes les possibilités qui découleront des actions à prendre, de la même façon que faudra, puis Anne-Raphaëlle en parlait aussi, la question de la transition, mais je pense qu'il faut placer les individus au premier plan, il faut une transition juste, faut motiver aussi l'ensemble des Canadiens à faire partie de ce projet-là, au-delà de ce qui ressort, que cet effet parfois un peu négatif, on n'a pas eu ce qu'on voulait à certains égards, mais moi je me rattache, puis j'y tiens, je me rattache au positif, puis je pense qu'il faut poursuivre la mobilisation et s'assurer que tout le monde fait partie de ce projet-là. Pour moi, je trouve que le Canada a vraiment un projet de société qui va au-delà de ce que l'on peut faire à l'intérieur de nos frontières, mais je me raccroche au positif, Normand. Oui. Et en même temps, politiquement, c'est un peu compliqué. Je me tourne vers vous, Anne-Raphaëlle, quand on parle d'hydroélectricité, si on parle de ça au premier ministre Kenney en Alberta, bon, on comprend qu'il est un petit peu déçu, non? Oui et non. C'est-à-dire que je pense que si vraiment je garde mon chapeau de l'hydroélectricité sur la tête, là, c'est que la bonne nouvelle à propos de cette industrie, c'est qu'on a un potentiel inexploité immense au Canada. On pourrait plus que doubler notre capacité installée encore au Canada. Puis ce potentiel, il existe à toutes les provinces et à tous les territoires du Canada. Je pense que c'est une information que même les Canadiens connaissent pas forcément. Donc on est déjà bénis avec ces de ressources, là, surtout au Québec. On sait que plus de 95% de l'électricité au Québec provient de l'hydro, et puis on va rajouter de l'éolien, on va rajouter d'autres renouvelables, mais ça, c'est une belle famille, là, la famille des énergies renouvelables. Et puis bien sûr qu'en Alberta, ils ont je dirais cette épée de Damoclès de se dire, OK, maintenant, comment est-ce qu'on effectue notre transition? Puis comment est-ce qu'on garde une indépendance énergétique? C'est quand même un enjeu politique, un enjeu socio-économique pour chaque province. Et comment est-ce qu'on peut également capitaliser sur le fait que l'Alberta, c'est à côté du Manitoba, c'est à côté de la Colombie-Britannique, puis qu'en créant des ponts de communication virtuels et également des ponts de communication vers plus de transmission et de lignes électriques, et bien peut-être qu'on peut partager ces ressources, qu'on peut s'entraider. Et là, on rentre vraiment dans des discussions, vous pouvez l'imaginer, hautement politiques. Donc, c'est pour ça que ma réponse est oui et non. C'est-à-dire que les opportunités existent. Est-ce qu'on saura les saisir à temps pour remplir nos objectifs? Je dirais que 2030, c'est déjà acté, qu'on n'y sera pas. À 2050, un objectif complètement décarboné, je vous rejoins là, tous les deux, de dire restons optimistes. Mais pour l'hydro, ça nous prend 8 à 12 années à avoir nos permis de construction, ok, au niveau provincial et au niveau fédéral. Donc, si on parle de construire plus d'hydro, que ce soit de l'hydro conventionnel ou de l'hydro à accumulation par pompage, qui est quelque chose de très prometteur au Canada, qu'on n'a pas vraiment fait dans le passé. Donc, si on se pose ces questions-là, il faut qu'on les démarre maintenant. C'est vraiment là, aujourd'hui, c'est la fenêtre d'opportunité que l'on a. Si on saisit pas cette opportunité à l'instant T, on aura vraiment raté le coche. Puis on se retrouvera en dehors du train qui va aller à 1000 km à l'heure, là, puis on sera plus aux commandes de nos objectifs climatiques. Oui, je renchérirais sur ce que... Ah, pardon. Allez-y, oui. Non, en fait, je pense que Anne-Raphaëlle envoie un point qui est tellement important. C'est maintenant qu'il faut agir et il y a des solutions qui existent. Il y a des technologies qui sont là aussi. Et c'est pas en retardant de plus en plus les investissements compte tenu des sommes d'argent à investir, de l'infrastructure à justement élaborer, développer. C'est maintenant qu'il faut le faire. Puis cette fenêtre d'opportunité, comme elle le souligne, elle est éminemment importante. Plus on attend, pire ce sera. Et beaucoup d'études l'ont démontré. Ça sert à rien d'attendre. C'est maintenant qu'il faut prendre des décisions pour plus tard. Ça se planifie dans le temps. Okay. Alors, je pose la question directement. Qui devra prendre, permettez-moi l'expression anglaise, mais le lead? Qui devrait mener le bal? Qui va lancer ça? Le fait qu'on ait un nouveau ministre de l'Environnement qui est un ancien activiste, est-ce que c'est lui qui doit tenir le drapeau puis entraîner tout le monde avec lui? C'est clair qu'il y a un rôle... Oh, pardon, allez-y, Anne-Raphaëlle. Non, allez-y. Okay. Je suis contente que vous leviez la main en premier. C'est clair que le ministre de l'Environnement a un rôle à jouer, mais de manière générale,
le gouvernement a un rôle de leadership à prendre. Et ça, ça m'apparaît tout à fait important. De la même façon que, vous le savez, il va y avoir une prochaine étape critique, si je peux dire, qui est celle d'élaborer le plan de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour 2030. Qui va justement permettre d'atteindre la contribution déterminée au niveau national du Canada, cible qui a d'ailleurs été augmentée en juin dernier là, entre 45 et 45 %. Donc ça, pour moi, l'État a un rôle essentiel à jouer. Le secteur privé aussi a un rôle à jouer. Il peut être mis à profit et on le voit de plus en plus, que ce soit le fameux le cherche mes mots, mais la stratégie qui a été menée par Mark Carney où on soulève beaucoup, 130 trillions, je crois, sous gestion. C'est important, ça envoie un message clair, mais au-delà du secteur privé, au-delà du secteur privé, c'est clair qu'il y a aussi la population, les citoyens. Il ne faut pas seulement que ça vienne non seulement par le haut, donc une approche top-down. Le bottom-up est important. Alors, les gens, les familles, les gens, les groupes, bref, tout le monde doit être mis à profit, mais il est clair que le gouvernement a un leadership fort là-dedans, doit envoyer des messages et ça va passer notamment aussi par toute la question réglementaire. Ça aussi, c'est un élément qu'il faut prendre en considération. Ouais. Anne-Raphaël, pendant le temps, on va essayer de voir si Saba Khan, je sais qu'elle nous entend, et Saba, on ne sait pas si on peut l'entendre. Saba, est-ce qu'on peut vous entendre? Est-ce que vous nous entendez, en tout cas? La réponse est oui, parce que on voit vos lèvres bouger. Tout ce qui nous manque, c'est le son. Là. On va essayer de régler ce problème-là. Allez-y donc maintenant. Est-ce que votre micro est en sourdine par hasard? Ça pourrait être une partie de notre problème. Et il ne l'est pas. Hein. Bon, écoutez, prenez des notes, gardez toutes vos idées. On va avoir recours à vous très, très bientôt. Anne-Raphaël, je retourne à vous. Alors, qu'est-ce qui doit être fait maintenant? Qu'est-ce que le ministre doit faire s'il veut assumer le leadership auquel on s'attend d'un ministre de l'Environnement au Canada? Je vais commencer par dire que je suis complètement d'accord avec ce que Marie-Pierre a dit. Là. Même si on n'est pas en faveur de l'intervention du gouvernement dans nos vies en tant que citoyens, dans nos interventions corporatives au niveau du secteur privé, ça va passer par un leadership du gouvernement, des gouvernements provinciaux et du gouvernement fédéral, bien sûr, pour donner l'impulsion dont on a besoin de se dire, OK, il y a une urgence, c'est une urgence mondiale, et il faut que collectivement on prenne mesure et qu'on prenne action. Donc ça, au niveau collectif, c'est le point de départ. Et ils sont en train de le faire, là, notamment mandater l'adoption des véhicules électriques au niveau national, créer un certain nombre de subventions, puis de systèmes qui vont essayer d'alimenter cette transition. On peut être pro ou contre les subventions à ce niveau-là, mais il n'en demeure que sans ça et sans cette motivation politique et essayer de convaincre les citoyens, ben, on n'arrivera pas. On ne sera pas là et ça prendra bien plus qu'une génération pour ne serait-ce que commencer à y penser. Donc le rôle du leadership gouvernemental est absolument fondamental. Mais par contre, ça passerait également par construire des ponts de communication, puis essayer de vraiment convaincre les gens qui, il faut le rappeler, sont pas forcément aussi au fait des discours énergétiques, des enjeux climatiques que d'autres audiences qui travaillent dans ce monde-là, qui effectivement ont passé des décennies à défendre les enjeux environnementaux. Donc bien sûr qu'il y a énormément d'éducation à continuer à faire. La transition énergétique va être coûteuse. Il faut être complètement réaliste là-dessus. Et il faut amener la population à embrasser l'opportunité que ça représente. Parce que ça va être une opportunité majeure pour tous les pays qui prennent le rôle de leadership et puis qui non seulement mènent leur pays vers la transition, mais qui sont des leaders internationaux, qui deviennent des hubs d'expertise dans le domaine, qui vont attirer un certain nombre de capitaux privés, mais également de recherche, ce qui va être absolument nécessaire pour réaliser une transition qui aura un beau succès. Donc, je pense que les actions, bien sûr, que c'est ce dont on a besoin. C'est les cibles. Je le disais, on en a assez. On a des belles cibles à atteindre qui constituent l'aspiration, le fil d'Ariane de nos actions dans les années à venir. Mais maintenant, les actions vont être déterminantes, surtout je vous dirais, dans les 2 à 5 années à venir. Là, il va falloir puncher très fort. Alors, quand on parle d'éducation, il y a deux choses qui me viennent à la tête. Moi, je me souviens de mes enfants, quand ils sont revenus à l'époque où ils étaient au primaire, puis qui m'ont montré
lorsque j'étais en train de me brosser les dents, par exemple, il fallait fermer le robinet pour pas gaspiller de l'eau douce, chose qu'on faisait pas nécessairement à une certaine époque parce qu'on croyait qu'on aurait pour toujours de l'eau. Donc ça a eu un impact considérable. Même chose avec le recyclage. Dans les écoles aujourd'hui, les jeunes vont automatiquement recycler. Ils ont même pas de poubelle. Il faut qu'ils trouvent une façon de rapporter leur truc à la maison bien souvent. Il y a ça d'une part. Il y a la lumière de ce que vous me disiez, Anne-Raphaël, tantôt, et je pense que Marie-Pierre vous a abondé dans le même sens aussi. Les possibilités de développement et de créer de nouveaux emplois, ça devient extraordinaire. Donc, le rôle des institutions postsecondaires va devenir au premier plan, forcément. Marie-Pierre. Oui, tout à fait. Puis, je pense que les collèges, les instituts, et j'ai en tête, parce que je les connais bien, les centres collégiaux de transfert de technologie ont un rôle à jouer. Oui. Je pense que ça va être important de développer des nouveaux cursus pour être en mesure de répondre à la demande des nouveaux emplois, par exemple. Il faut être capable de les former rapidement, mais aussi il faut être en mesure de recycler aussi les compétences de certains joueurs à l'heure actuelle qui verront leurs tâches, par exemple, modifiées par l'introduction de nouvelles technologies. Donc, la formation continue est importante. Les attestations d'études collégiales sont essentielles. Puis, je pense que les collèges, les CCTT sont près des entreprises et ils sont en mesure, justement, de bien sonder les besoins et d'y répondre rapidement par différentes formations très peut-être plus court terme, mais moi, je pense que les instituts, les collèges ont des rôles à jouer. Puis, j'ajouterais aussi l'annonce qui a été faite par SICAN le 1er novembre dernier, où justement les collèges, les instituts s'engagent vers la carboneutralité, c'est hyper important parce que ça envoie un message. Et je pense que ce genre d'annonce-là est d'autant plus important qu'il faudra aussi par la suite partager, diffuser les bons coups. Hein. Anne-Raphaël parlait tantôt de cibles. On peut avoir des cibles, on peut vouloir atteindre un objectif, mais il faut aussi diffuser les résultats et ça, à mon avis, c'est très important. Bref. En fait, c'est que les porteurs du message deviennent très importants. Évidemment, le secrétaire général des Nations Unies, exactement, oui. Quand monsieur Guterres dit, par exemple, l'urgence climatique, c'est une course que nous perdons, mais on peut la gagner. On reçoit ça au téléjournal à la maison, on va dire, OK, mais comment? Alors que si ce sont des jeunes sur le terrain, dans les collèges, dans les instituts, qui font en sorte que la roue tourne, ben ça va probablement contribuer à accélérer ce processus-là. J'aimerais ça vous entendre là-dessus, Anne-Raphaël. Je suis tout à fait d'accord. Là, je pense que on le voit, la génération qui s'en vient, c'est sans doute la première qui a été immergée dans ces discussions des enjeux climatiques depuis leur naissance. Parce que moi, par exemple, née dans les années 80, bon, c'était naissant. On en parlait, mais c'était pas d'actualité à tous les jours. Les COP, enfin, je veux dire, c'était des choses qui n'existaient pas vraiment. La diplomatie en tant que telle climatique n'existait pas. Là, on a une génération de leaders qui sont à l'université, ou moi, j'ai des enfants qui sont à l'école en bas âge, mais l'amour de la nature, ils naissent avec ça. Il faut se rappeler qu'en tant qu'être humain, on est avec ce désir d'aimer la nature, puis d'en prendre soin. Après, ce qu'on en fait à travers l'éducation, à travers la famille, à travers les relations qu'on peut avoir, bah, soit on nourrit cet amour-là, soit on le détruit. Et puis je pense que grâce à l'éducation qu'on a mise en place, grâce à la création de plus en plus d'activisme environnemental, bah, je pense qu'on a réussi à au moins créer une génération au Canada qui comprend ces enjeux puis qui les a vraiment à cœur. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Au niveau de l'hydroélectricité, je partage également le sens de l'urgence, de se dire, OK, il faut qu'on forme de plus en plus de gens parce que je vous dirais qu'il y a un raz-de-marée énorme qui s'en vient pour l'hydroélectricité au niveau de la réfection de nos centrales. L'âge moyen d'une centrale électrique hydroélectrique au Canada est d'environ 50 ans. C'est à peu près la même chose aux États-Unis. Donc, vous pouvez imaginer que même si on collabore avec notre main-d'œuvre au niveau des réfections, du redéveloppement de la flotte hydroélectrique, ben, on va avoir des gros enjeux dans les années à venir. Donc, il faut qu'on s'y prépare. Et le rôle des collèges et instituts là-dedans va être fondamental parce qu'on recrute pas que des ingénieurs, on recrute pas que des gens qui ont suivi un cursus universitaire. On a besoin de gens qui ont mis les mains dans le cambouis, là, qui ont formé parfois des formations continues sur le terrain. Et c'est de ce point de vue-là que je vois vraiment les collèges et instituts comme étant
des plateformes de formation presque idéales pour ça, parce qu'ils peuvent apprendre au sein d'entreprises comme Hydro-Québec, comme BC Hydro, comme OPG, comme Manitoba Hydro, des entreprises qui recherchent à créer la relève, qui engagent de façon, je dirais, assez ténue là, dans les années à venir, et qui ont des besoins très spécifiques. Donc cette collaboration va être absolument fondamentale. Est-ce qu'on sent, Marie-Pierre, qu'il y a une volonté bien réelle dans le groupe que vous co-présidez, par exemple, auprès des entrepreneurs, par exemple, qu'on se dirige vraiment vers une carboneutralité? Est-ce qu'il y a vraiment ce souci là, très évident où on veut changer la donne, le paradigme pour en arriver là? Est-ce que, et si oui, c'est probablement relativement nouveau. Là, vous parlez dans le groupe... oui. Écoutez, la beauté de ce groupe-là, c'est très intéressant parce que ce sont des gens qui proviennent de différents secteurs, qui ont tous différentes expertises et compétences. Et ça, je pense que c'est la richesse du groupe. Certains, effectivement, travaillent plus directement avec des entreprises. Moi-même, dans mon quotidien, je travaille avec des entreprises. Je pense que les joueurs comprennent l'intérêt et le changement de paradigme et on n'est plus seulement dans une question de réduire les émissions. La carboneutralité nous amène aussi à penser en termes d'éliminer les émissions. Et cet équilibre-là entre ce qui est rejeté et ce qu'on va pouvoir retirer de l'atmosphère, il est important. Et les joueurs changent. En fait, pas les joueurs changent. Les entreprises, puis je vais parler de ce qui, moi, m'interpelle plus facilement, c'est clair qu'ils ont compris le message. Et l'association, hein, vous savez, on a souvent entendu environnement, économie. Bien, ce lien-là, il est facile, il n'est plus à démontrer. De plus en plus de joueurs ont des solutions à proposer, que ce soit dans le recyclage des plastiques, dans les énergies renouvelables. Bref, il y a plusieurs joueurs qui ont commencé à prendre leur place très bien, qui envoient des messages. Et ça, plus on va avoir de bons coups sur ce mariage entre économie, environnement et le besoin de décarboner l'économie, justement, dans un contexte, par exemple, de relance économique mais on n'est pas encore post-COVID, mais disons qu'on y arrive. Je pense que les messages sont forts. Espérons, je suis positive. Hein? Je pense que les messages y sont et de plus en plus, il y a une compréhension, mais encore là, comme le disait tout à l'heure Anne-Raphaël, il y a encore beaucoup de sensibilisation à faire pour que tous puissent comprendre l'importance et ce concept de carboneutralité, par exemple, et ce qu'il faudra y faire. Est-ce qu'il y en a qui font rien? Ben, j'imagine que dans toute chose, il y a des gens qui, s'ils ne voient pas l'intérêt, les gens ne le feront pas. Je veux dire, regardez autour de vous, vous savez que si on n'a pas mis des limites à quelqu'un, on continue à faire les choses. Mais en même temps, pensons au prix du carbone, pensons à la bourse ici, le SPED au Québec. Je pense que les messages commencent à être assez importants. Et puis, tu sais, la carboneutralité, c'est plus la saveur du mois, là. Ça va être, à mon avis, ça va être au quotidien jusqu'en 2050. Alors, les messages, faut les répéter, faut taper sur le clou, comme on dit en com. Je pense que les gens qui croient qui ne font rien à l'heure actuelle vont être amenés à changer de toute façon. Que ce soit demain, après-demain, ça va être là. Ouais. Et j'aurais l'impression même, peut-être que je vais aller trop loin entre elles, mais Anne-Raphaël, est-ce que ceux qui font rien risquent carrément de disparaître, de ne plus faire partie de la donne? Est-ce que ça pourrait aller jusque-là? Je pense que si on parle du secteur privé, là, puis de grandes corporations qui ignorent le mouvement, puis qui ignorent l'action climatique, là, c'est sûr qu'ils vont avoir des gros enjeux. Je souligne ce que Marie-Pierre disait, là, mais on a eu une alliance des 6 plus grandes banques canadiennes il y a un mois, là, qui se sont alliées sur la Déclaration des Nations Unies pour l'investissement durable des capitaux privés, et qui va vraiment diriger un comportement collectif vers l'adoption des renouvelables, par exemple, comme l'énergie primordiale pour alimenter à la fois nos industries énergivores et à la fois également la transition énergétique. Donc le changement, il arrive. Après, la vitesse à laquelle le secteur privé s'adapte, je pense c'est là qu'on a un système à 4 ou 5 vitesses, voire plus. Et encore, c'est juste au niveau canadien. Je pense au niveau international, il y a encore plus de disparités.
Donc, je pense que si vous voulez, la réalisation est évidente que c'est une opportunité économique, c'est une opportunité climatique, bien sûr, c'est une nécessité pour l'humanité, donc il faut quand même mettre ça sur la table. Mais même si on est climato-sceptique et puis qu'on n'y croit pas, les gouvernements, puis également l'ensemble citoyen, je dirais, le tissu collectif, va faire qu'il va y avoir une pression tellement montante pour le secteur privé et également pour les gouvernements divers et variés qu'on ne pourra pas mettre ça sous silence. On sera obligé de prendre action. Et que ce soit réglementé, que ça ne le soit pas, ça deviendra un écusson qu'on portera ou qu'on ne portera pas. Et je pense que ceux qui ne le porteront pas auront des difficultés à vendre leurs produits, à convaincre les consommateurs, à accéder à des nouveaux marchés, à débloquer de nouvelles opportunités. Et finalement, c'est l'écosystème qu'on veut créer. On veut créer un écosystème qui favorise une éco-citoyenneté, une conscience environnementale et une conscience collective. Et ça nous amène inévitablement à parler d'une croissance extraordinaire sur la demande d'emploi et d'emploi de qualité également, si je comprends bien, mais vraiment de très, très grande qualité, c'est-à-dire emploi assuré, puis probablement payant aussi, parce qu'il y aura ce souci économique. Ben, c'est sûr, là, juste avant de passer le relais à Marie-Pierre, mais c'est juste pour le secteur des renouvelables. Je sais qu'il y a des rapports qui sont publiés à chaque année là, d'organismes tels que Énergie Propre Canada, Clean Energy Canada. Puis, si vous voulez, ils mettent une estimation monétaire à ces transitions énergétiques. Puis, elle se mesure pas en millions, elle se mesure pas en milliards, elle se mesure en trilliards de dollars là, d'opportunités vertes, que ce soit au niveau des emplois, que ce soit au niveau des nouveaux business qu'on va pouvoir créer, que ce soit au niveau des produits innovants qui vont découler de ces transitions. Donc ça peut paraître complètement abstrait, et puis c'est là qu'on perd un peu les gens, là, parce qu'on parle de quelque chose qui n'existe pas forcément complètement de façon pragmatique. Mais si on commence à changer nos façons de faire, si on commence à embrasser, je dirais, le changement, ben on va se retrouver vraiment dans une position de leadership, puis c'est ça qui va nous permettre de construire la nouvelle génération, d'utiliser la main-d'œuvre le mieux possible, et puis de créer des opportunités vraiment qu'on n'osait même pas imaginer il y a juste une décennie. Sentez-vous, Marie-Pierre, qu'on s'en va là? Tout à fait. Puis en même temps, je n'ai pas les données en tête comme Anne-Raphaël les a, mais il y a des nouveaux emplois qui seront les emplois du futur. Puis moi-même, je peux pas toujours, tu sais, c'est pas toujours évident de les déterminer, de les identifier, mais oui, il y a quelque chose. Puis il y a aussi la volonté de participer à quelque chose de plus grand que soi. Encore là, je reviens toujours avec l'approche de la carboneutralité. Les jeunes générations, je pense qu'ils sont bien conscientisés. Il faut les amener aussi à embrasser ces nouvelles carrières-là. Puis, je pense que aussi les collèges, puis je dis les collèges, mais aussi les universités doivent tous être en mesure de prévoir ce qui s'en vient, encore là, en sondant les besoins du marché, les besoins d'entreprise. Tantôt, Anne-Raphaël faisait référence au secteur de l'hydro. Je pense qu'il faut être capable de faire un peu de prospective de ce côté-là et de rendre la chose attrayante. Il va y avoir beaucoup je pense que la communication aussi est très importante et de démontrer qu'il va y avoir des besoins dans de nouveaux secteurs et ces gens-là vont contribuer à quelque chose derrière tout ça. Donc, il faut être capable de motiver les gens derrière et puis de contribuer de cette façon-là. Mais je pense que c'est positif. Oui. Écoutez, on va essayer de dire bonjour à Saba Khan de la Fondation David Suzuki. Est-ce que vous nous entendez, Saba? Oui, et vous? On vous entend aussi. Ça fait super. Bon, alors, vous avez 5 minutes, dites-nous tout. En fait, mes copanélistes ont vraiment touché. Désolée pour ça, mais on est vraiment désolé, Saba. On est désolé de ce genre. Qu'est-ce que vous retenez de cette conversation que nous avons eue? Parce que vous l'avez entendu. Oui, absolument. Mais si on parle des programmes d'enseignement, c'est clair qu'ils ont un rôle énorme à jouer. Puis je pensais, pendant que vous étiez en train de parler de comment recycler les capacités des gens et tout, je pense qu'il y a un rôle aussi pour les programmes d'apprentissage. Dans quelques pays comme l'Allemagne, c'est beaucoup plus important qu'ici. Puis moi, je dirais que si certains gouvernements s'accordent maintenant qu'on a besoin d'une approche pan-gouvernementale au changement climatique, nous avons également besoin d'une approche
approche sociétale qui implique de repenser nos programmes scolaires pour une transition juste, pour une relance verte et solidaire. Moi, ce que je vois parmi les associations professionnelles, les avocats, les cardiologues, les musiciens, les scientifiques, tout le monde est en train d'adopter des engagements climatiques et ils s'engagent à centraliser la crise climatique dans leurs travaux, dans leurs programmes. Alors, si les établissements d'enseignement le faisaient aussi, je pense que ça pourrait avoir un impact énorme sur les générations futures. Alors, vraiment, on est dans une période, on a vu avec la COP26, par exemple, jamais il y a eu tellement d'attention médiatique pour une conférence, une COP. Puis pour les spécialistes en droit international, c'est incroyable que tout le monde parle de l'article 6 de la COP. C'est des trucs vraiment très techniques. Alors je dirais que on est rendu à un point où la société est quand même assez informée. Puis là, il faut que tous les acteurs prennent leur rôle. Il y a un rôle pour les gouvernements. Par exemple, on n'y a pas touché, mais repenser la façon qu'on s'engage dans les relations économiques. Le changement climatique a toujours été, ou les objectifs environnementaux n'étaient jamais au centre de ces relations, que ce soit l'ALENA ou l'accord avec l'Union européenne ou d'autres ententes bilatérales et plurilatérales. Mais en même temps, maintenant, il y a quelques pays qui sont en train de repenser ça, comme la Nouvelle-Zélande. Alors, ils sont en train d'adopter de négocier des ententes qui sont principalement des ententes pour de changement climatique et commerce. Alors vraiment beaucoup de progrès dans plusieurs domaines, mais je vais laisser ça ici. Oui. Je vais vous repasser la parole. Vous n'étiez pas cette année à la Fondation Denis Suzuki, vous n'étiez pas à Glasgow, mais qu'est-ce que vous retenez? Est-ce que vous partagez le même optimisme que Anne-Raphaël et Marie-Pierre ont partagé avec nous suite à ces discussions et à cette rencontre qui regroupait quand même 180 quelques pays, 192, je pense. Ouais, non, c'est tout à fait. On a pris la décision de ne pas y aller cette année parce que nous avons vu, il y avait tellement avec la pandémie, les questions d'équité, d'accès à la conférence étaient très importantes. Alors, nous avons décidé de céder notre place à une organisation autochtone provenant du Canada, puis pour amplifier leur message. Pour nous, c'était une année critique pour que les voix marginalisées soient entendues à la COP. Et c'est vrai que les attentes entourant la COP 26 étaient très, très élevées. Je pense qu'à cause de l'expérience de la crise sanitaire, tout le monde s'attendait à ce que la diplomatie climatique se résume avec une nouvelle force, une nouvelle ambition, un nouveau regard et sens d'urgence. Non seulement la société civile et les groupes environnementaux, mais aussi les États les plus vulnérables. Les petits États insulaires, les pays les moins développés, les gouvernements autochtones, tout le monde sonnait l'alarme pour que les États plus riches accélèrent leurs efforts domestiques pour réduire les émissions et qu'ils remplissent leurs promesses en financement climatique. Alors, maintenant, c'est clair qu'il y a eu du progrès à la COP et plusieurs États ont de plus entrepris des nouveaux engagements en marge de la COP. Par exemple, si on pense à l'entente sur la déforestation ou l'élimination progressive de l'électricité au charbon ou l'élimination du financement international pour des projets pétroliers traditionnels. Mais c'est clair que la décision finale sortant de la COP ne reflète pas l'urgence de la crise climatique, ni les demandes des populations les plus vulnérables. Même si l'accord de Paris fonctionne bien, selon ce que les architectes de l'accord voulaient lors de son élaboration et de son adoption, c'est clair que le mécanisme du droit international n'est pas le plus efficace pour répondre à une crise de cette envergure. Est-ce que c'est un côté plus sombre, Marie-Pierre, que vous partagez? Oui, bien, c'est aussi une réalité, c'est clair. Mais en même temps, comme je le disais par ailleurs, au-delà de ce qui s'est passé, on doit tout un chacun, que ce soit les gouvernements, le secteur privé, les communautés marginalisées aussi, tout le monde doit mettre l'épaule à la roue. Pour moi, COP est terminé, il y a des mesures qui ont été mises en place. Et il faut juste continuer, il faut regarder en avant et il faut trouver le moyen de contribuer à cette réalité-là par les différentes actions que l'on peut faire aux différentes échelles de gouvernance. Oui. Anne-Raphaël. Je
partage ce qui a été dit là. Je pense que c'était indispensable qu'on ait la COP. C'est indispensable qu'on en ait d'autres. C'est indispensable qu'on continue à mettre une pression internationale sur ces enjeux-là. Maintenant, il y a énormément de choses qui restent décevantes, notamment le fait qu'il y a énormément de gens qui sont laissés au coin de la route et puis qui ont du mal à être ramenés dans l'urgence de ces enjeux-là. Il y a une grande inégalité au niveau international et des différents pays qui sont frappés à différents niveaux et avec différentes forces. Et donc c'est pas justifiable, c'est pas acceptable. Mais comment est-ce qu'au niveau international on peut prendre en compte des enjeux qui sont très locaux et les répercuter avec des décisions qui ont une portée globale? Ça c'est le nœud du problème. Écoutez, on m'avise qu'on a du mal à établir la communication avec Hélène Arsenault du Cégep de la Gaspésie et des Îles et avec les étudiantes. Par contre, on peut retrouver Denise Amiot, certainement. Denise, vous êtes encore là, j'espère. J'aimerais ça vous entendre, Denise, sur ces échanges que nous venons d'avoir. Je pense qu'on devra se passer de Hélène, si je comprends bien. Je l'attendais, mais je crois qu'elle ne pourra pas se joindre à nous. On a des ennuis techniques de ce côté-là, on ne sait pas pourquoi. Qu'est-ce que vous retenez de cette discussion-là, Denise? Alors moi, ce que j'ai retenu surtout, c'est l'urgence d'agir et le besoin d'avoir tout le monde qui met la main à la roue, si vous voulez. Et j'ai une question pour nos 3 panélistes à ce sujet-là. Mais auparavant, je dois vous donner quelques statistiques. D'une part, et ça c'est important, 95% des Canadiens habitent à moins de 50 kilomètres d'un de nos collèges ou d'un de nos instituts. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, il y a 350 programmes qui parlent qui traitent des ressources naturelles ou de développement durable à travers, qui focus spécifiquement sur ces aspects-là. Et là, je ne parle pas de tous les autres programmes qui traitent de développement durable d'une façon ou d'une autre. Alors, tout à l'heure, Marie-Pierre a parlé de l'énoncé qu'on a déclaré le 1er novembre lors de la COP 26. Ma question à vous 3, c'est, sachant tout ça, comment est-ce qu'on peut s'assurer que l'ensemble de l'écosystème est au courant de la force de frappe que les collèges et les instituts représentent? Marie-Pierre a parlé des CCTT tout à l'heure. Je viens de vous parler des programmes de formation. On sait qu'on a des étudiants qui ne veulent que se mobiliser. Qu'est-ce que vous autres, vous pouvez faire pour amplifier le pouvoir des collèges et des instituts dans vos milieux respectifs? Marie-Pierre, comment ça va? Ben écoutez, puis là, je prends mon chapeau Prima Québec. Il est clair qu'on va mettre de l'avant les différentes initiatives, entre autres de CCTT, parce qu'on travaille beaucoup avec eux. Et Prima Québec participe aussi à des appels de projets un appel de projet qui s'appelle Innovare, où les projets qui sont soumis auront comme finalité, dans le fond, la réduction des GES. Donc, on a des projets, notamment avec le Cénet à Shawinigan, qui vont permettre, via le projet de recyclage de batteries, entre autres, il y en aura certainement d'autres, mais ces projets-là qui vont toujours associer CCTT et entreprises où la résultante permettra la réduction de GES, puis là, je ne rentre pas dans les détails, bien ça, ce sont des bons coups. Alors, ces bons coups-là, nous, ben on les diffuse et on les met de l'avant. Alors, ça me ramène un peu à votre question de départ. Tu sais, oui, 350 programmes, oui, il y a des 95% des Canadiens résident près. Il faut faire connaître les bons coups parce que aidez-nous à vous aider, dans le fond. Puis je pense que plus on diffuse ces bons coups-là, ça donne juste envie aux autres de contribuer et d'en faire tout autant. Oui. Anne-Raphaël, qu'est-ce que vous répondez à Mme Amiot? Tout à fait. Puis moi, vraiment, si je regarde au niveau de l'organisation qu'on est, là, on représente donc tous les producteurs d'hydro, puis le secteur privé qui leur fournit l'équipement, les services dont ils ont besoin pour construire et puis pour opérer leur flotte hydroélectrique. Je dirais que notre rôle, bien sûr, il est de faciliter ces points de contact et puis de créer
une prise de conscience qu'il existe beaucoup de potentiel au sein des instituts, des collèges, et puis qu'il y a une demande également de cette nouvelle génération d'avoir accès à ces profils et de pénétrer un petit peu le marché par ces voies-là. Je pense, et j'avoue là qu'il y a une méconnaissance de ce terreau fertile qui existe au niveau des instituts et collèges. Nous, on organise par exemple une conférence annuelle, qui est la seule conférence pan-canadienne qui regroupe tous les producteurs hydroélectriques et le secteur privé. Puis on a juste commencé en 2019, avant la pandémie, à faire ce qu'on appelle un hackathon, qui est l'idée de rassembler des jeunes qui viennent de différents profils, que ce soit collège, institut, que ce soit universitaire, et puis qui ont des problèmes très pragmatiques, là, tangibles à résoudre, et ils ont la durée de la conférence, c'est-à-dire 48 heures généralement, pour arriver en tant que groupe de 4 à 5 étudiants avec des solutions. Puis écoutez, lors de notre conférence en 2019, l'équipe qui avait gagné a été engagée à développer un projet par GE Energy, qui est maintenant un brevet de développement et puis qui se retrouve appliqué dans le secteur hydroélectrique. Donc il y a énormément de potentiel, il y a une demande énorme de la part du secteur et bien sûr je n'en représente qu'un, donc j'imagine que c'est à peu près partout pareil dans d'autres domaines industriels. Il faut juste, je pense, connecter les gens, puis connecter les points de ralliement, les opportunités qui existent. À la Fondation David Suzuki, j'imagine, ça va que vous voyez aussi d'un très bon œil la présence des collèges et des instituts autour. Oui, absolument. Comme vous le savez probablement, on est une fondation, un organisme qui fait surtout de la recherche scientifique, économique, juridique. Alors, nous travaillons constamment avec des instituts de partout au Canada, des instituts d'éducation. Alors, que ce soit au niveau de donner des stages, travailler avec des jeunes qui sont au cégep, leur aider à concevoir leur projet de mobilisation, ou que ce soit des projets de plus grande envergure avec des scientifiques. Comment est-ce qu'on peut électrifier tout le Canada pour le moins de coûts possible. Alors, on travaille sur plusieurs niveaux et même au niveau de la recherche, je pense que c'est vraiment intéressant le fait que vous venez de nous partager, Denise, avec combien de gens vivent si proches d'un établissement d'éducation, parce qu'il y a aussi l'aspect de verdissement des campus, la création d'espaces de vie respectueux du climat, de la biodiversité. Ceux-ci peuvent non seulement renforcer la résilience d'une communauté, mais ils peuvent servir comme des projets de démonstration pour le reste de la société. Et qu'en ce moment-là, on est en train de travailler avec la Ville de Montréal et d'autres partenariats, d'autres partenaires provenant de l'immobilier, la Fédération des travailleurs, et on se rassemble pour voir comment est-ce qu'on peut repenser la ville, redonner le droit à la ville aux citoyens, aux entreprises, encourager la manufacture, la production locale. Alors vraiment, je pense qu'il y a beaucoup de points de connexion, puis il faut juste il y a beaucoup de chantiers de travaux qu'on peut créer, on peut penser avec les instituts. C'est une question que j'aurais aimé poser à Yolande Arsenault, parce qu'elle est directrice générale d'un cégep, donc le cégep de Gaspésie des Îles. Mais Denis, je peux vous poser la question parce que vous connaissez certainement la réponse. Est-ce que les cégeps, les instituts, les collèges disposent de cette agilité financière de mettre en place des nouveaux programmes qui permettraient de répondre encore plus aux besoins dont on a parlé aujourd'hui du milieu? De façon générale, oui, parce qu'une des caractéristiques des collèges, c'est vraiment de s'adapter aux besoins du milieu. Alors, la façon dont on fait ça, c'est qu'on a des comités de programmes qui sont obligatoires pour tous les programmes. On a 10 000 à travers le pays. Et puis, peu importe le programme, il y a toujours ce comité-là qui est formé des gens du milieu, donc de l'industrie, qui donnent des avis par rapport au curriculum, par rapport aux stages, par rapport aux compétences à développer, par rapport aux besoins de l'industrie. Et dans le fond, ça m'amène à ma prochaine question. C'est que on parle de plus en plus de pénurie en ce moment. Et quand on parle de pénurie, on sait qu'il y a des gens qui n'ont pas d'emploi,
mais qui voudraient travailler, et il y a des gens qui ont perdu leur emploi pour des raisons X. Et les collèges font beaucoup de travail de ce côté-là, que ce soit au niveau des micro-certifications. Marie-Pierre a parlé des AEC tout à l'heure. On a aussi de plus en plus de la formation courte qui répond aux besoins de l'industrie. Mais pour ça, naturellement, l'industrie doit nous dire quels sont leurs besoins spécifiques. Et tout à l'heure, j'aimais ce que Anne Raphaël disait. On a une conférence qu'on fait de façon annuelle. On attend votre invitation en passant, Anne Raphaël, pour parler de ce qu'on peut faire sur comment on peut aider l'industrie. Puis, ce que je trouve intéressant, c'est, puis vous avez mis le doigt sur le bobo, comme disait ma mère. Et le problème est que souvent, les gens ne savent pas quel est le potentiel, justement, des collèges et des instituts à travers le pays. On a parlé de transition, hein? Deux d'entre vous, plutôt, ont parlé de transition. On a des programmes en ce moment pour aider les gens qui sont dans le milieu du pétrolier pour recycler leurs compétences en fonction des énergies renouvelables. On a des projets, par exemple, en Alberta, au collège de Lethbridge, où ils font ça exactement, de telle sorte que les individus n'ont pas à tout réinventer leur pedigree, si vous voulez, de base qui sont recyclables, si vous voulez, pour utiliser un mot qui passe bien dans ce panel-ci. Mais ma question à vous, c'est, d'après ce que vous voyez, quels sont les domaines les plus névralgiques où les collèges et les instituts devraient commencer à former des gens, hein? Parce que vous avez dit, faut qu'on forme maintenant. Nous, on essaie de convaincre, par exemple, le gouvernement fédéral en ce moment pour plus de fonds d'infrastructure. On a parlé de campus plus vert. Le gouvernement fédéral l'entend pas encore. On a besoin de votre aide de ce côté-là. Mais revenons à la formation de la main-d'œuvre. Est-ce que vous voyez des endroits spécifiques où vous entendez vos propres intervenants qui disent « on trouve pas de monde dans ces domaines-là ». Je peux répondre Oui. si c'est correct avec mes copanélistes, c'est parce que c'est une question brûlante pour nous là. Puis je vous dirais que ça fait presque 10 ans que je suis au sein d'Hydroélectricité Canada, mon organisation. Puis cette année, c'est une des premières années où à la fois mes producteurs, mes membres générateurs d'hydro et le secteur privé, donc qui leur fournissent les biens et services pour soutenir leur industrie, tout le monde me dit, écoute, on n'arrive pas à trouver nos gens. On n'arrive pas à trouver nos ingénieurs hydroélectriques, mais bien sûr, l'ingénierie, ça se définit également au niveau de les designers CAD sur informatique, que ce soit le dessin industriel, que ce soit l'applicabilité industrielle, et puis aussi la grosse pénurie. Donc, on a la pénurie au niveau du design, au niveau de la planification, et puis on a également une pénurie énorme au niveau de la main-d'œuvre sur les chantiers. Puis on a des gros chantiers hydroélectriques qui sont en train d'être finalisés, que ce soit en Colombie-Britannique, au Manitoba ou en Terre-Neuve. Mais on a des réflexions, comme je disais, qui se profilent partout. Puis ça donne des sueurs froides à l'industrie parce qu'on se dit, écoutez, les États-Unis, eux, ils sont tout feu, tout flamme. Ils recrutent à tout va à l'international. Donc c'est sûr que quand nous on va être showtime, go, on sera trop en retard pour la fête entre guillemets, puis on aura perdu une énorme fuite des cerveaux qui est en train de s'effectuer actuellement. Donc l'enjeu est de former une nouvelle génération, de se mettre à leur juste, de coordonner nos efforts et puis d'également, exactement ce que vous disiez Denise, c'est d'identifier quels sont les points de pression majeurs qui vont se profiler. Quels sont les métiers qui vont être le plus sous pression et en pénurie, et puis commencer maintenant à faire la promotion, je dirais, agressive de ces opportunités auprès des jeunes qui ont peut-être déjà des affinités avec l'énergie renouvelable ou qui ont un
intérêt à travailler sur des chantiers, à voyager à travers le pays, à découvrir ces opportunités-là de façon très concrète. De votre côté, Marie-Pierre, les emplois sont où? Ou seront où? En fait, puis là, je prendrais mon chapeau primant. Le secteur des matériaux avancés, à mon avis, et n'oublions pas, c'est en amont des technologies propres, par exemple. Hein. Ils sont partout. Les senseurs, les membranes pour des filtres, bref, à mon avis, c'est un secteur qui est très important. C'est un secteur aussi, les entreprises avec lesquelles on travaille, c'est clair que certaines ont de la difficulté à recruter, mais je vous dirais aussi que nous, on le voit surtout dans les professeurs, chercheurs qui nous soumettent des projets pour financement. Ils ont parfois de la difficulté à identifier tous les étudiants qui feront partie de ces projets-là et qui, par la suite, parce qu'en lien avec l'industrie, c'est des talents, c'est idéal parce que l'industrie pourra déjà avoir accès à des talents formés dans le cadre de projets où les industriels ont été formés. Donc, pour moi, c'est clair que le secteur des matériaux avancés est important et porteur, mais j'irai pas plus loin dans ma réflexion puisque c'est pas encore quelque chose sur sur quoi moi personnellement je me suis penchée. Ouais. Saba, avez-vous quelque chose à ajouter là-dessus? C'est intéressant parce que votre perspective est très intéressante. C'est une fondation qui œuvre dans le milieu d'environnement depuis très longtemps. Oui, on est d'accord aussi que la transition énergétique offre un énorme potentiel d'emploi. Même selon certains sondages que j'ai vus récemment, on prévoit 200 000 emplois dans le secteur d'énergie renouvelable dans la prochaine dizaine d'années. Et apparemment, il va y avoir une 164% plus d'emplois en Alberta seul. Alors, vraiment, il y a le potentiel, mais nos gouvernements fédéraux, le fédéral, le provincial, les deux échelles doivent vraiment donner la priorité aux investissements dans la formation de la future main-d'œuvre. On peut pas dire que nos programmes d'enseignement s'évoluent au même rythme que les avancées scientifiques, les connaissances scientifiques sur les changements climatiques. Alors, cette question, comment améliorer les compétences des travailleurs, comment financer les collèges pour qu'ils forment à nouveau les gens, comment encourager la fabrication locale. Je pense que ce sont des questions pour lesquelles on a besoin de plusieurs acteurs à la table. Le gouvernement fédéral qui est en train justement de créer une législation sur la transition juste en ce moment, les provinces aussi. Et non seulement ça, mais on peut s'inspirer de l'approche de l'Organisation internationale du travail, une approche basée sur le dialogue social. On a non seulement besoin de la perspective des industries, mais aussi des jeunes qui seront dans le marché. C'est quoi le nouveau marché du travail? C'est quoi le nouveau mode de vie, les standards? Le 9 à 5 qui existait avant, on est d'accord que c'était un modèle pour humaniser le travail dans les usines au début du 20e siècle. Est-ce que c'est toujours ça qu'on veut voir dans cette nouvelle génération d'emplois et tout? Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de travail à faire à ce niveau-là, s'asseoir avec les employeurs, avec les travailleurs, les futurs travailleurs, les gouvernements, pour voir c'est qui va jouer quel rôle, mais c'est clair que l'éducation a toujours été sous-financée comparée à d'autres domaines et il faut changer ça si on veut vraiment mettre à l'avant les Canadiens, les Canadiennes. On doit s'arrêter. Denise, je vous donne le mot de la fin. Le mot de la fin pour vous. Alors, en fait, je pense que Saba avait le mot de la fin. C'est que l'éducation a été malheureusement sous-financée dans ce domaine-là et on a vraiment besoin d'intervenants comme vous qui ayez ce discours-là. Parce que malheureusement, quand c'est fait par les collèges ou les instituts, les gens ne comprennent toujours pas. Et comme je disais tout à l'heure, il y a une force de frappe incroyable qui est sous-utilisée. Et moi, je compte sur vous pour que vous nous aidiez à être des ambassadeurs pour s'assurer qu'on atteigne nos objectifs avant 2050.
On compte bien là-dessus. Je termine avec une petite nouvelle en terminant. Vous vous souvenez, je pense que c'est Denise qui nous en avait parlé l'année dernière, au moment où CICAN avait annoncé son adhésion à l'accord sur les ODD. Eh bien, en septembre dernier, CICAN a publié un premier rapport dans lequel l'association explique comment ces nombreux programmes, activités, partenariats contribuent à l'atteinte des objectifs ODD au Canada et à l'étranger. Le rapport se concentre sur les objectifs clés qui ont inspiré le plan stratégique de CICAN, donc travail décent, croissance économique, c'est l'ODD numéro 8, réduction des inégalités, l'ODD numéro 10, l'équité des genres, ODD numéro 5, l'action climatique, évidemment, l'ODD 13, et l'éducation de qualité, on ne se surprend pas, l'ODD 4, ce dernier étant le thème central pour CICAN. Les collèges et les instituts s'engagent envers la carboneutralité aussi, on en a parlé, même Marie-Pierre en parlait tantôt, donc en amont de la COP, les collèges, les cégeps, les instituts publics du Canada se sont engagés à contribuer à la lutte contre la crise climatique en rendant leur campus carboneutre d'ici 2050. C'est toute une nouvelle, c'est une nouvelle qui est importante. Alors, vous pouvez obtenir des informations donc en visitant le site internet des CICAN. Vous allez trouver tous les rapports et vraiment des informations qui sont très intéressantes. Tout apparaît à l'écran présentement. Je vous invite à notre prochain épisode, donc, qui sera présenté dans un mois, le 15 décembre prochain. Les droits des peuples autochtones sont des droits de la personne. Ce sera le thème de notre émission. En attendant, je vous invite à nous écrire et à nous faire part de vos commentaires. Vous pouvez le faire en nous écrivant à endirect@collegeinstitut.ca. Je vous souhaite de passer une agréable journée. Je me tourne vers vous, Anne-Raphaël, Saba et Marie-Pierre, pour vous remercier infiniment de votre participation aujourd'hui. Denise, merci beaucoup aussi. On est désolé pour les ennuis techniques auxquels nous avons été confrontés aujourd'hui. C'est une des premières fois que ça arrive, je crois. Donc, je m'excuse en votre nom auprès de Yolène Arsenault, qui s'était vraiment préparée pour être avec nous aujourd'hui pour nous parler des initiatives mises de l'avant au cégep de la Gaspésie et des Îles. Et il y avait aussi la jeune Nadia Aben-Boutaïb, qui est étudiante en sciences humaines au Collège Édouard-Montpetit. Et j'ai dit Saba, je pense que je vais dire Nada, je m'excuse. Donc, il aurait été intéressant de l'entendre aussi, voir la perspective des jeunes, puisque dans le fond, si on est là, c'est pas mal à cause d'eux autres, n'est-ce pas? Alors, je vous remercie, je m'appelle Normand Latour, je vous dis bonne semaine à tous, bon mois, et restez en santé. On se revoit bientôt. Au revoir.